Elle puise ses origines au Cameroun, mais c'est à Paris qu'elle est née, une double culture qu'elle nous fait partager à travers son livre. Marie-Alix de Putter, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'autrice de M, ma fille M, aux éditions Pelos. Votre livre commence par l'assassinat à Yaoundé au Cameroun de votre mari, Éric de Putter, théologien français. Vous veniez de vous marier. À l'époque, vous étiez enceinte. Et ce livre, comme une lettre ouverte à votre fille, Rachel. Pourquoi ce besoin ? Tout d'abord parce que c'est un livre que j'aurais aimé, je pense, lire au moment où c'est arrivé. Et c'est surtout un message d'amour pour Rachel, notre fille, mais un message d'amour pour toutes les personnes qui aujourd'hui traversent des moments difficiles. On a parlé là pendant le journal de cette petite fille qui a été violée en Côte d'Ivoire. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'atrocités dans le monde. Et voilà, si ce témoignage peut aider des personnes à se dire que une vie est possible, même si on la vit en traversant des épreuves. Voilà. Au moins, Écrire pour faire le deuil aussi, expier votre douleur à vous? Pas du tout. Alors, j'ai vraiment été très attentive à cela. J'ai fait une thérapie avant. Je pense que les lecteurs ne sont pas des thérapeutes, qu'il faut vraiment pas se tromper là-dessus. Après, effectivement, il y a eu des écrits pendant les thérapies la thérapie qui a duré quelques années. Mais voilà, il s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment d'une lettre d'amour et d'un cadeau. Alors effectivement, il y a cette tragédie personnelle que vous racontez, mais il y a aussi tout plein de messages et cette notion très intéressante. Les femmes noires sont souvent jugées quand elles sont avec des hommes blancs. Elles sont par exemple considérées comme vénales. Or vous n'êtes pas du tout dans ce schéma-là. Vous êtes diplômée de Sciences Po, de la Harvard Business School, du CELSA Paris-Sorbonne. Au moment où vous décidez de rejoindre votre mari, qui lui travaillait au Cameroun, vous travaillez dans la com à Paris, vous gagnez 6 fois plus que lui. Mais quand vous rentrez au Cameroun, vous êtes jugée partout où vous allez. C'est ce que vous dénoncez aussi. Entre autres, alors je suis diplômée en sciences politiques, mais effectivement il y a tous ces préjugés, qu'on le veuille ou non. Il y a des préjugés sur les femmes noires, sur les femmes camerounaises en l'occurrence, et quand on vient comme ça casser les préjugés, c'est très difficile pour les gens. Il faut savoir que le cerveau a besoin parfois de fonctionner en silo, et voilà, on met des gens dans des cases, et il se trouve que je rentrais dans aucune de ces cases, ni hier, ni aujourd'hui, et ni demain d'ailleurs. Et donc effectivement, il y a cette image de se dire c'est la femme du blanc. Donc on projette que j'ai épousé un blanc, soit pour ses papiers, soit pour son argent. Il se trouve que je suis née à Paris, que j'étais française, que je gagnais mieux ma vie que lui, et que c'était juste une histoire d'amour. Et voilà, c'est compliqué à comprendre parfois, mais c'est aussi pour ça qu'on témoigne, pour dire c'est possible pour toutes ces personnes, tous ces couples qui vivent, faudrait qu'on trouve un autre mot, mais voilà, un métissage comme ça, une interculturalité, ou alors on dirait même interracial, puisque c'était le cas pour Éric et moi. Il y a ce passage par exemple, vous faites une fausse couche, vous êtes dans un hôpital de Yaoundé, vous souffrez le martyre, vous criez de douleur et le médecin vous dit « ce n'est pas parce que tu es avec un blanc que tu dois oublier que tu es noir ». C'est dur ça? Très, très dur. Très dur parce qu'à ce moment-là, je vis quelque chose de tellement intense que j'ai mis des mots alors là-dessus il y a 2 semaines en regardant une émission de Cynthia Fleury, qui est une psychanalyste française que je suis énormément, qui appelle ça des mères désenfantées, parce que jusqu'à présent, je ne savais pas comment appeler la situation que je vivais. Et voilà, je vis une situation atroce, et je suis renvoyée à ma condition à la fois de femme d'abord, de femme noire, et puis avec le préjugé de la femme noire mariée à un blanc. Et donc à ce moment-là, il y a on oublie carrément et complètement que je suis une patiente. Et ça arrive à beaucoup de femmes, à beaucoup de personnes. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 25 millions à peu près d'habitants au Cameroun qui, un jour ou l'autre, vont se retrouver dans le système de santé. Et c'est sans oublier aussi
aussi les difficultés que vivent les médecins, parce que j'en parle, mais alors c'est pas du tout le sujet, mais la déclaration par exemple d'Abuja, dans laquelle les gouvernements africains s'engageaient à dédier 15% de leurs budgets nationaux justement pour la santé, c'est avéré difficile à atteindre pour beaucoup de pays, y compris pour le Cameroun, aujourd'hui qui est à 3%. Donc on voit bien que c'est un problème macro qui appelle des réponses aussi macro, mais voilà, dans cette expérience personnelle, c'était... Et il y a cette comparaison que vous faites avec le Cameroun anglophone, actualité qu'on évoque souvent dans nos éditions. On ne va pas parler des velléités d'indépendance maintenant, mais vous évoquez cette absence de jugement dans cette zone du Cameroun. Racontez-nous. J'ai vécu en fait à Kumba, très peu de personnes le savent, et c'est une ville que j'ai beaucoup aimée et une région, la région du Sud-Ouest que j'aime beaucoup et que je vous tenais à faire découvrir à Eric. Et effectivement, il y avait une différence très nette entre l'accueil qui nous était réservé à Boya ou à Limbe ou dans d'autres villes du Sud-Ouest par rapport à ce qu'on pouvait vivre dans les grandes villes, par exemple. Et c'est vrai que voilà, ça posait pas du tout question qu'il soit blanc ou pas. Enfin, sa couleur n'était pas un problème. Alors, il y a cette forme de racisme dans ce sens-là, mais aussi en France. Vous l'avez vécu, votre fille l'a vécu à l'école. Ça aussi, c'était important pour vous de l'exprimer? Je pense que c'est très important de l'exprimer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent. Et le message, moi, du livre, c'est de dire... Vous voyez, on parle de l'assassinat d'Eric, mais il y a eu tellement d'autres choses. Et c'est de dire vraiment, peu importe ce qui nous arrive, on peut choisir d'en faire quelque chose. Et la question du métissage aujourd'hui, c'est une question assez centrale alors on a parlé du Cameroun, mais l'accueil en France n'a pas été meilleur. Donc que ce soit dans le système comment dire, administratif où à nouveau je rentrais dans aucune case, où notre fille Rachel qui est métisse et qui doit justifier de son appartenance ou pas à tel ou tel c'est de dire elle est libre comme tout le monde est libre. Vous rêviez de ressembler à Denise Epoté, notre consoeur de TV5 Monde, qui à l'époque était la présentatrice du 20h de la chaîne nationale camerounaise. Vous vouliez être journaliste politique, la vie en a voulu autrement, il n'est jamais trop tard, Marie-Alix. Vous êtes aujourd'hui sensible à la cause des femmes en littérature. Vous avez lancé en 2018 My Reading Challenge 54, en français ça donne Mon défi lecture 54. C'est quoi l'idée? Alors l'idée c'était de dire les femmes parlent, il faut les écouter, les femmes écrivent, il faut les lire. Et donc plutôt que de se dire mais alors je suis incapable de citer le nom d'une autrice érythréenne, eh bien j'ai fait une liste pour que plus personne ne puisse dire je ne sais pas par où commencer. Alors vous avez aussi fondé l'association Semeurs de Liberté à la mémoire de votre époux. Où en est l'enquête sur l'assassinat de votre mari aujourd'hui? Officiellement au Cameroun, l'enquête suit son cours. En France, nous avons été informés que, en raison des difficultés de collaboration entre les deux justices, on pourrait courir vers un non-lieu, ce qui nous attriste beaucoup. M, ma fille, M aux éditions Pelos. Merci Marie-Alix de Putter d'être passée par nos locaux de TV5 Monde.